Association des Nouveaux Mondes depuis 2008. Un pont entre sagesse ancienne et nouvelle science. Bonjour Philippe, alors nous voilà à nouveau pour les Nouveaux Mondes et maintenant je vais te demander un numéro d'équilibriste, d'essayer de synthétiser encore plus que ce que tu ne fais pour nous aider un peu à comprendre. D'accord. Donc sur tes théories donc de la synchronicité, de ce que j'ai pu en comprendre très rapidement, c'est que ces synchronicités qu'on trouve sur notre chemin sont en fait des messages de notre futur qui viendraient nous aider à prendre la bonne décision ou conforter un chemin plus qu'un autre. Comment tu es arrivé à cette conclusion? Quelles sont les expériences que tu as pu faire au niveau intuitif, les expériences au niveau scientifique qui viennent corroborer cette théorie? Alors bon, il y a eu d'abord mon expérience personnelle, donc professionnelle de la synchronicité, mais sans que je sache que ces hasards étranges, c'était de la synchronicité. Il y a eu d'abord mon vécu. Ensuite, il y a eu toutes mes lectures qui m'ont convaincu du fait qu'on avait un vrai phénomène, les coïncidences étranges, les synchronicités, etc. Alors je rappelle ce que c'est qu'une synchronicité. C'est on va dire, allez, pour faire simple, c'est une coïncidence étrange. Donc par exemple le lien entre deux événements qui n'ont pas de rapport de causalité et qui ne sont pas du tout habituels, et un état d'esprit comme si ce qui se passe dans la réalité venait résonner avec quelque chose qui nous parle, comme si ce qui se passe dans la réalité vient nous apporter une réponse à une problématique, en tout cas quelque chose qui nous fait frissonner. Ça touche d'abord l'émotionnel et on a vraiment l'impression que l'univers vient nous apporter une information. Voilà. On ressent au fond de soi-même que c'est important. Voilà, on ressent, on ne comprend pas forcément tout de suite, mais on ressent que, alors là, on va dire entre guillemets, l'univers est en train de nous parler. Voilà. D'accord. Donc il y en a qui parlent il y en a qui parlent de petit ange, etc. Bon. Un ange, non, c'est mieux qu'un ange passe. Hein. Et donc ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu dans un premier temps sans le savoir, et puis dans un second temps, même en le provoquant. Enfin, je passe là-dessus, même avant de le provoquer, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Et la physique nous apporte une explication à travers deux théories qui sont les mieux vérifiées par l'expérience, la mécanique quantique et la théorie de la relativité. La relativité nous dit que notre futur existe déjà, et la quantique nous dit qu'on vit dans un multivers où tout ce qui est possible arrive, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une myriade de vies complètement différentes les unes des autres. Et du coup, pour concilier les deux théories, les physiciens ont l'habitude de parler du multivers, c'est-à-dire qu'on aurait toutes les autres alternatives de notre vie qu'on ne vit pas nous-mêmes seraient vécues par des myriades de doubles de nous-mêmes dans des univers parallèle, donc autant dire que ça c'est complètement, on pourrait presque dire délirant. Enfin bon, donc moi j'explique ça autrement. Pour concilier les deux théories, la quantique et la relativité, je dis que le multivers nous appartient. Ça correspond bel et bien au potentiel d'une seule et même personne. Et simplement pour que ça soit compatible avec la relativité, je dis qu'à tout moment, notre futur existe déjà, mais qu'il est flexible, qu'il est malléable. Et j'ai réussi à faire des publications pour démontrer, pour en tout cas valider scientifiquement, belle publication, pour valider scientifiquement cette idée de flexibilité de l'espace-temps, c'est-à-dire que tout se passe comme si notre futur était comme le tracé d'un GPS qui existe déjà, hein, donc on prend la voiture pour aller n'importe où et tout ce qu'on va traverser existe déjà. Le tracé qu'on va suivre existe déjà puisque c'est le GPS qui nous l'indique, sauf qu'au fur et à mesure où on y va, le tracé peut changer. Soit que les conditions finales changent, la destination, soit que moi je ne suis pas les instructions de la dame et que mon libre arbitre fait que non, je ne suis pas le tracé. Mais quand je ne suis pas le tracé,
le tracé s'adapte. Hein, il dit faites demi-tour, etc. Et puis après, il s'adapte. Donc, ce que je dis, c'est que ça fonctionne comme ça dans notre futur et que le fait de le voir comme ça permet d'expliquer les synchronicités. Et Alors, donc, pour reprendre, excuse-moi, l'analogie du GPS, est-ce que la destination est toujours la même ou au contraire, au fur et à mesure, on peut changer de destination? alors voilà, là on touche au point clé. Pour comprendre la synchronicité, notamment comment on provoque la synchronicité, l'idée, bon ben là je fais un raccourci parce qu'il faudrait expliquer c'est pourquoi. l'exercice intéressant qui... L'idée c'est qu'il y a deux entités qui nous gouvernent. Il y a une entité consciente qui s'appelle le moi et il y a une entité subconsciente ou inconsciente qui s'appelle le soi. Le soi en référence à la psychologie jungienne. Hein. Et en fait, ce soi serait lié à notre futur. C'est-à-dire que notre soi, lui, il ne demande pas mieux que on arrive à aller vers un certain futur qu'il a choisi, lui, parce qu'il est vraiment nous. Tandis que nous qui croyons être nous, on n'est pas nous, on est notre soi, mais nous, on est enfermés dans notre conditionnement qui crée un ego. Et l'ego, il croit qu'il est tout seul, enfin qu'il n'y a que lui, et donc voilà, donc il se crée, il se met des œillères, et surtout lorsqu'il croit que tout est mécanique ou qu'il est matérialiste, bah là, il risque pas d'écouter son soi, et donc il se crée un futur qui n'est pas bon, quoi, hein, parce que là, c'est un futur mécanique, enfin, ou disons qui finit par devenir un esclave au bout du compte. Et, là, et donc, et moi ce que je dis, c'est que si on fait l'effort de se déconditionner, de déconditionner le mental, l'émotionnel et l'ego, les trois, parce que la conscience a trois centres, et ça c'est très, très physique, très rationnel. Si on fait l'effort de se déconditionner, on se retrouve naturellement connecté à notre soi, et à ce moment-là, on peut recevoir les instructions du soi qu'on reçoit sous forme de joie de se concevoir, de voir naître en soi une nouvelle intention. Comme je disais tout à l'heure, moi ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est à un moment donné un déconditionnement qui a été contraint par une épreuve de vie, qui m'a amené à la grande joie de découvrir que mais je voulais m'installer en Haute-Provence, écrire un bouquin, ce qui m'a mis en joie. Ça m'a tellement mis en joie que je l'ai fait contre voilà. Et donc ça, ça veut dire que je venais de découvrir le chemin de vie de mon soi, qu'il espérait que j'arrive à connecter. Et donc c'est une épreuve de vie qui m'a permis de connecter. Et donc après, quand j'ai connecté avec cette intention de faire ces deux choses. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est à ce moment-là, j'ai énergétisé le nouveau futur correspondant au soi. J'ai mis des barrières sur l'ancien futur qui consistait à refaire comme avant. Et c'est là que la rétrocausalité, donc l'influence du futur, a permis, tout comme un GPS hein, qui cherche, puisqu'il fait pas... on suit le trajet d'un GPS, et puis paf, on décide de ne plus y aller. C'est à ce moment-là que le nouveau futur peut profiter de... On change de destination sur le GPS, du coup. Voilà, peut profiter de nous envoyer la nouvelle destination. Alors par contre, on pourrait dire que la grande majorité des gens souhaitent le meilleur dans leur vie, et pourtant, ça ne se passe pas comme ils veulent. Parce qu'ils souhaitent le meilleur dans leur vie, mais qu'est-ce que c'est que ce meilleur? Ils confondent la joie et le plaisir, ils confondent le conditionnement. Le plus grand fléau, c'est le conditionnement. C'est l'enfermement dans tout ce qu'on a, tout ce qui nous conditionne à vivre une vie finalement où on ne se réalise pas et où on finit par devenir malheureux. Et à croire que les plaisirs de la vie vont nous permettre de nous réaliser. Non, c'est pas. Il faut se trouver soi-même. Il y a une véritable joie, authenticité et découvrir le sens de sa vie, c'est quelque chose, même si c'est pas pour accomplir de grandes choses, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça nous met en joie. On a besoin d'aucune possession matérielle, de quoi que ce soit pour être heureux. Le bonheur,
c'est le chemin. On peut découvrir, le bonheur, non pas dans la destination, mais dans le chemin. Le bonheur, c'est le bonheur de se découvrir soi-même, avec l'intention de se réaliser par le fait qu'on est dans la joie du choix qu'on a fait de suivre justement ce chemin qui nous emmène vers une destination qui est... Mais on n'a pas besoin, en plus, de savoir comment est-ce qu'on va... À partir du moment où on est dans ce qu'on est vraiment au fond de soi, on va trouver automatiquement les occasions, les opportunités, le kéros, le second temps kéros qui va nous conduire à destination. Donc, si j'essaie de résumer, le conditionnement serait le mental qui a pris trop de pouvoir, Oui. et il faut retrouver, laisser parler un peu son cœur, son côté subtil, je Oui. dirais, et que le mental redevienne, entre guillemets, un esclave, un serviteur du cœur, quoi. Voilà, parce que notre société a perdu la connexion avec a perdu la connaissance avec l'information qui était connue par nos grands philosophes, comme par exemple, peut-être pas Descartes, mais Pascal, Spinoza, etc. Comme quoi c'est le cœur, c'est la joie qui est au-dessus du mental et qui est là pour nous guider. La plus grande intelligence, les meilleures idées, les idées de génie nous sont apportées par l'intuition, et l'intuition passe par le cœur. Si on n'a pas d'ouverture du cœur, si on n'est pas dans l'envie, la joie et l'envie de se dépasser, la passion, etc., la flamme qui n'a rien de mental, c'est complètement vibratoire. Eh bien, on ne fait pas descendre les idées de génie. On n'arrive pas à sortir de la boîte. Le mental, il crée une boîte. Il crée une boîte, c'est ça qui crée les dogmes de la physique, par exemple, le déterminisme, la causalité, etc. Et il nous enferme, parce que les conditions de la rigueur sont de créer des dogmes, et on ne peut pas faire de science sans respecter la rigueur. Le problème, c'est qu'en même temps qu'on respecte on fait ça, on impose des prérequis qui sont finalement faux, parce la science a découvert que les dogmes étaient faux. Donc, on fait presque pire que d'accepter la transcendance qui nous est amenée par la connexion grâce au cœur. Et on peut se demander si finalement la spiritualité n'est pas finalement plus rationnelle que la science qui cherche à nous imposer la rigueur. Pour moi, elle l'est. Donc, ce que tu es en train de nous dire, que la spiritualité sera la science de demain. Alors non, enfin pas tout à fait. Je dis que la science et la spiritualité doivent converger pour fabriquer une vraie science, qui sera une vraie science qui nous amène vers la connaissance. Mais pour ça, il faut que la science intègre l'intelligence émotionnelle, l'intuition et même la transcendance, c'est-à-dire l'acceptation de parachuter des principes qui ne sont pas guidés par le mental, mais qui sont guidés par le cœur. Voilà. Alors, comment tu expliques que... Par exemple, la beauté des équations, l'élégance, avoir comme principe que pour qu'une équation soit correcte, il faut qu'elle soit à la fois belle, élégante, simple, etc. C'est pas rationnel, c'est pas des conditions du mental. Ce sont des conditions qui viennent du cœur. Les matheux, ils savent bien que enfin en tout cas les physiciens, ils savent bien que ça doit être comme ça. Mais ça, c'est considéré comme pas rationnel. Alors que c'est rationnel si on dit que, après, quels sont les bons mots? Est-ce qu'on veut être rationnel ou est-ce qu'on veut être scientifique? Après, il y a des problèmes de langage. Alors, comment tu expliques que la science, en fin de compte, en un mot, la science, on croit dans ce qu'on peut démontrer. Si on ne le démontre pas, c'est pas de la science. Mais non, mais ça ne veut rien dire. Ouais. Parce que la notion de preuve et la notion de démonstration sont toujours relatives à un cadre imposé. Oui, ça veut dire que c'est pas parce que tu ne démontres pas que ça n'existe pas. D'abord, mais ensuite, une preuve n'est jamais une preuve.
Parce qu'une preuve est toujours relative à un cadre imposé. Et le cadre aujourd'hui, imposé par la science, on sait qu'il est faux. Il est, je l'appelle, le cadre imposé entre quatre murs que sont la causalité, le déterminisme, le hasard fondamental et la matière, le matérialisme. Donc ça, ce cadre, il est faux. Il est complètement... Mais on nous l'impose. Alors évidemment, on ne peut pas avoir accès à la vérité, puisqu'on part d'un cadre qui est erroné. Donc même la preuve ne pourra jamais être considérée rationnellement comme une preuve d'existence. C'est complètement contradictoire. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ouvrir un peu la science? Pour ouvrir la science, il faut que la science accepte que elle doit inclure d'autres principes que celui de la rigueur, ou au moins elle doit compenser la rigueur par la transcendance. Donc elle doit accepter que on introduise des principes qui utilisent d'autres critères que les critères qui viennent du mental. Et pareil pour l'intuition. Alors, avant la rigueur, il y a... j'avais fait un joli schéma. Enfin bon, voilà, il faut faire intervenir. La science arrive à rentrer dans la subtilité de quelque chose qui commence à ressembler à une information vibratoire, émotionnelle. Elle commence voilà, on rentre un peu, mais elle ne rentre pas dans l'intuition. Parce que l'intuition, elle est trop, par définition, justement, on ne l'appellerait pas intuition, si ça n'était pas une connaissance qui est trop empirique ou dont on ne sait pas où elle puise ses fondements. On ne l'appellerait pas intuition. Et donc, on met l'intuition hors de la science, et c'est complètement délirant de mettre l'intuition hors de la science. Bon, parce qu'effectivement, on ne sait pas faire la différence entre les bonnes intuitions et les mauvaises intuitions. Il peut y avoir des mauvaises intuitions. Moi, je sais que la moitié de mes intuitions sont mauvaises. Voilà, parce qu'on a tendance à s'emballer. Parce que une information qui tombe du ciel, bah, elle peut être finalement juste une projection du mental, hein, qui est en train de se leurrer lui-même. Mais bon, je veux dire, en tout cas, que une fois sur deux, une intuition fonctionne, c'est fantastique. Alors que une fois sur des milliers, peut-être même des millions, une bonne idée qui provient du mental risque de fonctionner. Hein, parce que le mental, lui, il se trompe systématiquement. Regardez le nombre de matheux et de physiciens qui fabriquent des théories qui sont forcément toutes fausses, puisqu'elles sont toutes en contradiction les unes avec les autres. Franchement, vous avez des carrières entières de chercheurs. Et on tolère que des carrières entières de chercheurs se fassent sur une idée fausse. Regardez tout ce que la théorie des cordes a produit comme recherche qui ne mène strictement à rien. C'est incroyable. Mais bon, sous prétexte que ces chercheurs-là, ils s'expriment correctement, que bon, ben voilà, ils sont capables de développer, ils ont un style, ils sont respectés, ils font des publications, ben, ils sont respectés. Voilà. Alors que tout ce qu'ils écrivent ne sert à rien, quoi. Bon. Enfin là, je dérive un peu. Hein. Oui, oui. Non, la science perd énormément à oublier l'intelligence émotionnelle. Et si elle oublie l'intelligence émotionnelle, c'est aussi le résultat du fait qu'elle a coupé le théorique de l'expérimental. Les expérimentateurs ne sont pas du tout les mêmes cerveaux que les théoriciens. Il y a même des laboratoires où c'est de la physique théorique et des laboratoires où ils ne peuvent pas communiquer. Parce que l'expérience de l'expérimentateur est beaucoup plus compatible avec une forme d'intelligence intuitive, hein, et donc émotionnelle supérieure, enfin en tout cas intuitive, que l'expérience et donc non formatée, parce que là c'est le réel qui dicte sa loi. Donc l'expérimentateur, lui, il n'est pas formaté par des cadres, parce que c'est le réel qui dicte sa loi, alors que le théoricien, lui, alors là, si on lui donne des informations issues de la réalité, oulala, non, c'est pas son truc. Hein, alors la physique quantique a quand même pas mal dépoussiéré toutes ces certitudes, non? Bah, oui, mais non, pas chez les scientifiques, parce que la physique quantique, les scientifiques sont pas d'accord
sur la manière de l'interpréter. Mhm. Bon, petit à petit, parce qu'elle a toujours refusé dès le départ l'idée que la conscience intervient dans cette affaire. Alors que petit à petit, on s'aperçoit que finalement les meilleures théories aujourd'hui, grâce aux résultats expérimentaux, sont celles qui font intervenir la conscience. Alors peut-être pas au niveau du choix du résultat. C'est pas forcément la conscience qui détermine ce qui va arriver, mais enfin la conscience, au moins ce qu'elle fait, c'est elle fait que sans elle, il n'y a pas de choix. C'est pas forcément elle qui fait le choix. Le futur peut avoir fait le choix. Mais sans la conscience, on vit dans un multivers de potentialités, c'est-à-dire que c'est la conscience qui détermine le fait que nous vivons dans une réalité unique. Et si on ne met pas une conscience, même si on fabrique un robot avec un cerveau, avec un œil, tout ce qu'on veut, il ne fait pas de choix, le robot. Voilà. Il faut qu'il y ait une conscience derrière qui détermine ce que voit le robot, quoi, en quelque sorte, ou son comportement en tout cas. Donc, on va revenir aux synchronicités. Oui. Alors, est-ce que le futur, le passé, donc si le futur modifie le présent, ça peut modifier aussi peut-être le passé. Oui. Donc, on est toujours dans un mouvement où tout est possible. Et la question, c'est pourquoi faire tout ça? Eh ben, pour faire évoluer l'univers vers le meilleur. En fait, ce qui se passe, c'est que sans cette connexion à l'information du futur ou au soi, on est dans la causalité stricte et il est démontré que dans ce cas-là, c'est la règle de la seconde loi de la thermodynamique, c'est-à-dire l'entropie augmente tout le temps, qui impose sa loi, et donc on va toujours vers le désordre, dans ce cas-là. Et donc on va toujours vers le mal. Hein. Or, si on observe, aujourd'hui on ne peut plus dire ça. Avant on disait oui, mais il n'y a que la planète Terre sur laquelle il y a de l'ordre, il y a de la vie, etc. Les autres planètes, elles doivent être mortes. Aujourd'hui, on sait que non, la vie règne partout dans l'univers, et même probablement la vie intelligente. Et donc, on ne peut pas expliquer comment un soi-disant Big Bang, je ne crois pas du tout au Big Bang, mais bon, on ne peut pas expliquer comment tout ça a pu créer un univers ordonné alors que les lois physiques nous conduisent à un univers désordonné. Donc il faut expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une évolution qui, au contraire de la seconde loi de la thermodynamique, elle est négantropique, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'elle diminue l'entropie au lieu de l'augmenter. Et la seule explication, en tout cas, moi, j'ai trouvé une explication qui est qu'on est, en même temps qu'on est poussé par notre passé vers une direction mécanique, on est tiré par notre futur vers une direction évolutive qui va nous faire aller, au contraire, vers... Mais ça implique qu'on soit capable de capter cette information. Voilà. Donc là, on est sur les fondements de la spiritualité. On est sur les fondements de la spiritualité sont extrêmement positifs, puisque c'est ce qui nous sauve du démon de la place. Le démon de la place, la religion a fabriqué des démons. Il y en a un, le démon de la place, il nous interdit de vouloir changer le futur à cause du déterminisme. Et il y a le démon de Maxwell qui nous interdit aussi de vouloir changer le passé à cause de la soi-disant irréversibilité. Tout ça, ça engendre des contradictions épouvantables en physique, le fait de conserver ces deux démons. On a l'impression que la physique a reproduit la religion, c'est incroyable, à travers ses dogmes, à travers... j'ai même parlé de 10 commandements. Enfin bon... et donc, les fondements de la spiritualité sont d'accepter l'idée qui est très rationnelle, puisque les physiciens maintenant, ça y est, commencent à la considérer comme sérieuse, qu'on est sous l'influence du futur. Et que ce futur, c'est une autre partie de nous-mêmes qui, pour nous, est inconsciente, qui le choisit. Alors, on parle de passé, on parle de futur. Oui. Ouais. Parce que le futur est déjà réalisé. Par contre, il est déjà réalisé, mais on peut le changer. Donc on peut...
je vais par là parce que j'ai un comportement qui consiste à suivre mon ego, mettons. Voilà. Et puis mon soi, il cherche à se connecter, il aimerait bien, voilà. Et puis je me déconditionne. Ah, paf, mon soi arrive à se connecter. Et paf, là, du coup, j'ai la joie de ressentir une nouvelle intention. Et du coup, bah, ça énergétise mon nouveau futur. Et il y a des coïncidences, des synchronicités qui vont se produire pour que j'aille vers mon nouveau futur. Ce sont toujours des hasards étranges qui nous emmènent vers notre destinée positive. C'est toujours des hasards étranges de rencontres, voilà, enfin toutes sortes. Moi, j'en ai vécu toutes sortes, hein, des hasards étranges. C'est même en informatique. Je me souviens que le programme, le logiciel que j'avais développé pour monter ma deuxième société, Uratech, c'était un logiciel tellement compliqué que ça consistait à rendre une caméra intelligente. C'était de l'intelligence artificielle, hein, où il fallait détecter des formes complexes, etc., avec une méthode un peu Sioux. Et j'ai mis longtemps à faire marcher ce truc-là. Et au dernier moment, j'ai failli abandonner parce que je l'ai mis en route et ça marchait pas. Ou plutôt ça marchait, mais ça donnait pas les résultats que je voulais. Je me suis demandé si j'avais pas fait une erreur de concept. Et du coup, j'étais vraiment effondré de cette idée que je m'étais trompé. Et j'ai failli, j'avais pas. Et au moment où j'ai failli abandonner, en me disant, bon ben voilà, ben, reconnais que tu t'es trompé, voilà, reconnais que tu t'es trompé, bon ça peut arriver, tu n'aurais pas imaginé que ça, mais où est-ce que je me suis trompé? Bon, reconnais, bon ben d'accord, c'est pas grave, tu t'es trompé. Donc au moment où je me suis, eh ben, j'ai fait un faux mouvement, je sais plus si j'ai tapé sur une touche, si c'est la souris, il fallait les deux en même temps, mon programme il s'est mis à défiler, et puis la souris s'est mise sur une ligne de code, et quand j'ai vu la ligne de code, mon Dieu, putain, j'ai vu un bug qui pouvait expliquer que mon programme ne marchait pas. C'était juste à cause d'un problème de caractère, juste un caractère. Je l'ai modifié. Et là, ça a été magique. C'est-à-dire que ça a fonctionné du premier coup. Et j'ai eu exactement... Et ce logiciel, je l'ai commercialisé. Il a séduit de grandes sociétés comme Thales, Saint-Gobain, Ifremer, etc. Et tout ça, en fait, il fallait que ça marche. Et puis, voilà, il fallait que je lâche prise. Et que, voilà. Et donc, ça, je m'en souviendrai toute ma vie, parce que franchement, c'est incroyable, la probabilité que. C'est incroyable. Oui, que ça arrive sur le coup de pouce de l'univers. Là. Voilà, ouais. c'est parce que ma foi m'orientait vers la réussite de ce truc-là. Et donc. Et mon conditionnement faisait que j'avais loupé. Et puis voilà, et puis je lâche prise, donc le conditionnement n'a plus cours puisque je vais abandonner. Et c'est là que, et ça s'explique, hein, le lâcher prise nous permet de sortir du conditionnement qui nous emmène vers l'échec, en fait. Donc ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand on lâche prise, on lâche le pouvoir du mental. Quoi. Voilà, le lâcher prise pour le mental et le détachement pour l'ego. Et là, c'est aussi le détachement qui a joué. Parce que je me suis dit, bah, reconnais ton erreur. Parce que je m'étais trop investi dans l'idée que ça allait marcher. En fait, si mon ego n'aurait pas fait... il y avait trop d'ego. L'ego voulait que ça marche et n'a pas suffisamment fait attention pour qu'il n'y ait pas de bug. Et j'avais introduit un bug. Voilà. Bon. Alors que d'habitude, ça m'est arrivé de faire marcher des trucs du premier coup, sans que... Parce que là, l'ego n'avait pas... Et j'étais dans un... Je faisais attention à tout. En fait, voilà. Quand il n'y a pas d'ego, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de faire un truc. Vous savez que si vous savez que si vous faites le moindre erreur, ça ne va pas marcher. Et donc, vous n'êtes pas mené par l'ego, là. Vous êtes mené par le sens de l'émerveillement qui vous dit, putain, si jamais je fais la moindre erreur, si jamais je ne fais pas d'erreur, je vais faire un truc super. Et donc là, vous vous investissez pour ne pas faire d'erreur.
Faites attention à tout. Et puis on ne pense pas à la réussite, on est vraiment dans Voilà. le projet, on Là, est fait corps avec le projet, voilà. voilà. Et- On est et ça- focalisé. Ouais. Voilà. Et là, effectivement, vous arrivez à faire un truc qui marche, un truc super qui marche du premier coup. Alors que quand, évidemment, parce qu'on a envie que... Et donc j'ai eu les deux. J'ai eu les deux. Donc, donc ces théories qui sont éprouvées tous les jours, si on devait les synthétiser dans la vie de tous les jours, quels seraient tes conseils? Aujourd'hui, plus que jamais, on voit qu'on vit dans une société de consommation qui nous enferme, qui veut nous conditionner à rentrer dans un moule, etc., à nous discipliner à des règles absolument absurdes, etc., et qu'on accepte parce que on nous a fait croire que c'était que le mental, qu'on nous a fait croire que l'intelligence, la plus grande intelligence, c'était le mental. Et qu'est-ce que c'est que le mental pur, sans émotion? C'est l'intelligence artificielle. Et donc on nous a fait croire que l'intelligence artificielle était la plus grande intelligence, qu'elle allait surpasser l'humain. Et donc on nous a habitués à l'idée qu'il fallait accepter des mesures issues d'une intelligence artificielle ou de gens qui ont réfléchi alors que nous on n'a pas réfléchi. Et donc on accepte des seuils. Par exemple, pas plus que 6 personnes, par exemple, après 7 heures du soir, après 21 heures, par exemple. Enfin, ils ont mis plein de seuils dans leurs mesures. Et ça, c'est le défaut du débutant. Quand un ingénieur qui développe un système complexe est un débutant, même s'il a appris plein de trucs, il va faire des systèmes qui sont complètement pourris, qui vont jamais marcher, parce qu'il va mettre des seuils partout. Parce qu'il n'a pas compris qu'un système complexe, ça ne peut pas fonctionner correctement en mettant des seuils. On ne peut pas faire marcher une machine avec des seuils. C'est pas aussi simple que ça. Un réseau de neurones, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil qu'un système. On appelait ça système expert. Un système expert, ça fonctionne avec des seuils. Bon, ben, les intelligences de l'ingénierie sociale, ces soi-disant experts ou élites de l'ingénierie sociale qu'on subit aujourd'hui en temps de crise sanitaire, ils sont restés au niveau des systèmes experts où ils introduisent des seuils partout, ils croient que c'est intelligent, ils nous l'imposent, alors que moi je sais de par ma carrière que ça c'est l'horreur du débutant. Donc on a affaire à des débutants. Et pourquoi est-ce qu'on a affaire à des débutants? Parce que ces mecs-là, pourquoi ils sont dans les conseils scientifiques? Parce que ils ont réussi, je sais pas, enfin, j'en sais rien, enfin, même hors corruption, même hors conflit d'intérêts, etc. Qu'est-ce qui justifie qu'ils... Non, il n'y a rien qui justifie qu'ils aient l'intelligence pour prendre les bonnes mesures. C'est juste que voilà, on vit dans un règne du mental qui n'a pas compris que c'est pas une source d'intelligence. Que le fait d'introduire des règles et d'introduire des seuils, au contraire, c'est source d'entropie. C'est pas une source d'intelligence. On a complètement nié l'intelligence humaine avec toutes ces mesures. J'appelle ça le covidisme. J'ai fait un joli graphique qu'il faudra mettre sur ta bande là pour expliquer dans quoi on a sombré. On était déjà la science, elle est déjà un peu du côté du mental. Le scientisme qui consiste à dire il n'y a que la science qui peut résoudre les problèmes est déjà largement dans un biais matérialiste qui l'empêche d'être intelligent. Et là, on a carrément sombré dans le covidisme, où là, on est dans le mental complètement avec qui est un aveuglement, parce qu'on privilégie une rigueur et on n'est même pas capable d'imposer la rigueur. Enfin bon, j'aimerais pouvoir approfondir ça, mais disons que on a fait accepter à la population des règles qui sont complètement ridicules et qui par rapport au potentiel de l'intelligence humaine. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire idéalement pour
pour gérer un problème comme celui-ci? Rien, observer, faire comme beaucoup de pays ont fait, etc. D'abord, respect du libre arbitre, information, faire exactement le contraire de ce qui a été fait. C'est-à-dire donner l'information, donner l'information et non pas la censurer. Laisser les sources d'informations différentes se prendre la tête, etc. Ceux qui disent, bah non, enfin bon. Laisser s'exprimer toutes les opinions, etc. Faire passer dans les médias toutes les opinions, les scientifiques de tous les bords, et laisser les gens décider librement de ce qu'il faut faire. Mais est-ce que, avec toutes ces sources d'informations, ça devient de la désinformation? Parce mais non, mais du coup, on l'a, là, on est encore plus dans la désinformation que si on n'avait pas censuré. Oui, oui. Et alors, comment faire pour trouver la vérité quand on n'est pas scientifique, par exemple, avec toute cette masse... Il faut tout écouter. Tout écouter, mais oui, voilà. Mais justement, c'est là qu'on a besoin de l'intelligence émotionnelle pour comprendre quelle est la bonne source d'information. Tout à fait, oui, parce que je pense que tout écouter, c'est compliqué dans la vie quotidienne. On ne s'en sort pas si on n'en passe pas. Ressentir quelque chose, voilà, il faut passer par le ressenti. Ouais, ouais. Moi, je fais des conférences, par exemple, où j'explique des choses au public à partir de notions qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne comprennent pas la physique, etc. Mais ils disent qu'ils comprennent ce que je dis. Bon, pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont un ressenti émotionnel qui leur permet de comprendre. C'est-à-dire que le langage, le mental, c'est la surface des choses. Mais en dessous, il y a la manière de s'exprimer qui donne beaucoup plus d'informations. Et ça, la science, on n'en tient pas compte. Et ben, en fait, quand on recherche la bonne information, il faut toujours... D'abord, de toute façon, c'est simple. Hein. L'émotionnel, c'est facile. L'émotionnel, dès qu'il émet de mauvaises vibrations, c'est qu'on est sur la mauvaise voie. Et dès qu'il émet de bonnes vibrations, c'est qu'on est sur la bonne voie. On a cet avantage énorme de pouvoir exploiter quelque chose qui... Et donc, il ne faut pas écouter, effectivement, les complotistes quand ils vous dressent un tableau insupportable qui signifie qu'on est gouverné par des élites qui veulent réduire la population, etc. Parce que ça, c'est noir. Ça nous amène à avoir encore plus peur que le virus lui-même. Il ne faut pas écouter donc même les médias dominants lorsqu'ils nous disent qu'il faut avoir peur du virus, alors qu'on connaît l'effet placebo, l'effet nocebo. Je veux dire, si on veut rendre malade quelqu'un, il suffit de lui dire attention, il y a un virus, et même s'il n'existe pas, il va se rendre malade. Donc tout ce qui est mauvaise vibration, tout ce qui peut faire peur, etc., ce sont des sources d'informations qui sont fausses, en général. Il ne faut pas faire trop de... Et puis, et donc on a l'émotionnel supérieur, parce qu'en fait, effectivement, l'émotionnel inférieur peut nous induire en erreur, mais l'émotionnel supérieur, c'est la source d'information véritable. C'est ce qui nous permet de faire la synthèse. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on a un mental et un émotionnel? Parce qu'on est dans un monde trop complexe. Et donc, on a besoin de deux facultés pour appréhender ce monde. On a besoin d'une faculté d'analyse et de la faculté complémentaire de synthèse. La faculté d'analyse nous est amenée par le mental, qu'on appelle souvent un peu abusivement cerveau gauche. Et la faculté de synthèse nous est apportée par l'émotionnel, qu'on appelle aussi là un peu abusivement cerveau droit. Bon, en réalité, c'est plus compliqué que ça. Et on n'a pas appris à utiliser l'émotionnel. Moi, j'ai appris depuis ma tendre enfance. Quand tu parles aussi d'inconscient, non? De conscient, inconscient? Ben oui, parce qu'on va puiser, l'émotionnel va analyser beaucoup plus. Par exemple, moi, quand je lis des livres, je comprends pas tout, mais depuis ma tendre enfance, je lis plein de livres. Et quand j'ai compris quelque chose dans un livre, je m'empresse de l'oublier. Quand j'ai compris quelque chose qui me fait plaisir, je m'empresse de l'oublier pour que mon mental ne s'en empare pas. Parce que je sais que mon émotionnel, lui, il va mémoriser l'information et qu'il va me permettre de faire une superbe synthèse un jour. Tandis que si je dis mon mental, ouais, c'est super, donc ça doit être vrai. Non, c'est en accumulant l'information issu de toutes les sources que l'émotionnel finit par se fabriquer une signature vibratoire sur la validité, sur la vérité, sur la synthèse, la bonne synthèse. Voilà. Si l'émotionnel
l'émotionnel, il est fait pour appréhender une vastitude d'informations incohérentes, contradictoires éventuellement, alors que l'analytique, le mental, il est fait pour se centrer sur les détails. Là, il faut que ce soit cohérent. L'incohérence ne dérange pas l'émotionnel. Certains disent que le mental a la puissance de calcul, par exemple, d'un téléphone mental, et l'inconscient serait des super ordinateurs quantiques. Voilà. Et l'intérêt, ce serait de laisser passer un peu les résultats de cet inconscient au mental. L'inconscient qui correspond au subconscient, c'est-à-dire effectivement à la conscience supérieure, au soi, etc. Enfin, tout ça, enfin, en tout cas, à cette source, elle est quantique. En tout cas, elle est quantique. Donc, c'est la capacité d'appréhender plusieurs des choses contradictoires, toutes les possibilités. Voilà. Et le mental veut nous interdire ça, alors que c'est la clé de l'intelligence supérieure. C'est la clé. Il faut accepter de ne pas comprendre ou d'accepter que plusieurs choses incohérentes soient simultanément vraies en attendant que le travail de maturation se fasse pour que la lumière rentre. Très bien. Bon, bien Philippe... On a un peu dérivé. Oui, non, mais c'était agréable. On est parti dans une conversation. Je pense qu'on va continuer tout à l'heure. Merci pour toutes ces informations. Et puis, eh bien, écoute, au prochain entretien. Ouais, avec plaisir. Merci. L'Association des Nouveaux Mondes, c'est aussi un site, des programmes d'événements, des annonces partenaires. C'est surtout un lien entre nous.